Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode d'Histoire de père. Le titre de notre balado explique assez bien le concept. Dans chaque épisode, on donne la parole à un père qui nous raconte son parcours, sa vision de la paternité, son histoire de père. Et parfois, ça implique des histoires assez bouleversantes. Je m'appelle Louis-Simon Ferland et aujourd'hui, je rencontre Alex Pigeon, qui, avant de devenir père de William et Juliette, a vécu la dure épreuve de perdre un enfant à la naissance. Je me suis absolument effondré dans ce moment-là. C'est presque le moment où est-ce que j'ai perdu dans la vie le sens d'avoir un contrôle sur qu'est-ce qui va se passer. On aborde aujourd'hui une facette plus difficile de la paternité. Un sujet qui peut même rendre certaines personnes mal à l'aise, mais qui, au contraire, mérite qu'on en parle. Le deuil périnatal, c'est une réalité qui touche environ 20 000 familles au Québec chaque année. Notre invité fait partie de ceux qui ont vécu cette épreuve. Je discute avec Alex, père de William et Juliette, qui ont 8 et 6 ans, et aussi père d'Ania, qui aurait eu 10 ans cette année. Bonjour Alex. Bonjour Louis-Simon. Merci d'avoir accepté de te joindre à nous pour venir parler de ton histoire, parce que le deuil périnatal, c'est vraiment un thème pas facile à aborder. Et je te remercie de prendre ce temps-là avec nous pour venir raconter ton histoire, celle de ta famille, celle d'Ania. Je me sens très chanceux de parler de ça avec toi aujourd'hui. Merci de l'invitation. Et j'ai envie de commencer la conversation en parlant de toi, Alex. Si on remonte il y a plus longtemps, as-tu toujours voulu avoir des enfants? Je pense que oui. Quand je réfléchis, s'il y a un temps où est-ce que je voulais pas d'enfants, je pense que pour moi, le but d'avoir des enfants, c'était vraiment d'avoir une continuation dans le temps de moi-même. Puis c'était pour être ma contribution à la société, c'est vraiment d'avoir, pas nécessairement plusieurs enfants, mais d'avoir un lien qui continue de mes ancêtres à mes descendants. Je sais pas. Ah, OK, une belle vision comme ça. Ouais. Puis comment, quand tu t'imaginais comme père, comment tu voyais ça? Je pense pas que j'avais une idée concrète de qu'est-ce que ça avait de l'air, autre que les idées générales. On va changer des couches, on va des fois discipliner, on va aider avec les devoirs. Mais je pense que en termes de vision de père, pour moi, je sautais un petit peu dans l'inconnu. Puis, Si on remonte à cette époque-là, c'est ton entrée dans la paternité. Ça s'est déroulé d'une manière quand même assez dramatique. Ton premier enfant, Ania, aurait eu 10 ans donc cette année. Est-ce que tu veux nous raconter l'histoire d'Ania? Pour les premiers 9 mois, pour nous, c'était vraiment une grossesse absolument normale. On était suivis par des sages-femmes. Chaque examen, tout allait bien, tout était beau, tout progressait. On commençait à imaginer la vie avec elle. On a préparé sa chambre, on a fait toutes les choses qu'on fait en se préparant pour un enfant. Puis je dirais même l'accouchement, c'était une super belle nuit. Il neigeait un petit peu. Il y avait une tempête de neige, mais s'il faisait beau, il n'y avait pas beaucoup de voitures sur les routes. Pour moi, ça me semblait comme presque un portrait idyllique de qu'est-ce qui était pour être mon entrée à la paternité. Pour nous, on l'attendait, je pense, pour le 7 janvier, mais puis elle est née finalement le 19 décembre. Puis pour moi, je ne m'ai jamais entendu qu'elle arriverait un petit peu tôt, puis je me souviens de penser que ça va faire un tellement beau cadeau de Noël d'avoir un petit bébé là. Durant ces moments-là où est-ce qu'on conduisait vers la maison de naissance. Puis en termes de drame, vraiment, ça a commencé quand ma conjointe a commencé à pousser, puis il y a une décélération du cœur. Ce qui est normal en temps normal, de ce que je comprends. En fait. Oui. Je suis pas sage-femme ou docteur, mais alors on n'était pas inquiets vraiment jusqu'à sa naissance, où est-ce que ils l'ont sorti quand même rapidement, ou le plus rapidement qu'ils pouvaient. Ils poussaient ma femme à pousser. Puis il avait appelé quand même des ambulanciers en se disant que ça décélère un petit peu trop à leur goût. Mais finalement, quand ma conjointe l'a poussé, ils l'ont quand même mis sur elle. Ils m'ont demandé de couper le cordon. Mais très rapidement, ils ont vu qu'il n'y avait pas une réaction normale de bébé de commencer à pleurer ou devenir animé. Puis, je me souviens cette nuit-là, une fois qu'ils ont commencé les massages, puis tout ce qu'il y avait à faire pour essayer de l'aider, elle devenait un petit peu plus rosée, plus normale. Alors, je me disais, OK, tout est beau, ça arrive, c'est juste une petite peur.
Mais son cœur continuait à décélérer. Elle ne criait pas. Ses poumons, en fait, ils n'ont jamais été capables de bien commencer comme un bébé régulier. Je me souviens encore du son des sages-femmes criant « Ambulancier !» en leur demandant de s'il vous plaît leur aider, mais je pense que dans leur situation, ils ne sont pas nécessairement entraînés pour faire l'intubation. Je pense que même après presque 10 ans, c'est le moment qui me reste, qui est le plus mieux établi dans ma mémoire. Quand j'essaie de visualiser d'autres choses qui se sont passées dans ma vie, même mon mariage qui était à pas un an de là, je reconnais pas ces genres de détails-là que je reconnais en pensant à cette journée-là. C'est parce que c'était un événement marquant. Oui, mon mariage aussi. Mais... Ouais. J'ose croire. Ouais. Mais à ce moment-là, j'imagine, tu te sens impuissant aussi quand tout arrive. Toi, tu es témoin de ça, tu peux pas faire grand-chose. Puis en plus, tu as ta conjointe qui est là, qui vient d'accoucher. Oui, alors elle vient d'accoucher. Ma conjointe, vraiment, elle pouvait pas voir qu'est-ce qui se passait. Elle me demandait « Est-ce qu'elle est correcte? Est-ce qu'elle est correcte? » Je savais pas quoi répondre. Je pouvais pas vraiment répondre. J'essayais de prendre la petite main puis essayer de dire « Papa est là ». Finalement, ils l'ont emmené à l'hôpital. La mère de Kaylee, de ma conjointe, heureusement, était là pour nous aider et pour me conduire parce que j'étais vraiment pas dans un esprit d'être capable de conduire. Alors, on est arrivé à l'urgence. On a dit, OK, on est ici pour mon bébé. Elle vient juste de naître. La maison des naissances s'est fait amener à l'urgence. On veut des nouvelles, on veut la voir, on veut savoir qu'est-ce qui se passe. C'est un véritable cauchemar à ce moment-là. Oui. Puis à l'hôpital, là, toi, tu es là. Ouais. Ta conjointe est encore à la maison des naissances. Oui. C'est toi qui dois relayer l'information, si tu en as, parce que j'imagine que ça prend un certain bout de temps. Alors, on était à l'urgence. J'étais avec la mère de ma conjointe. En chemin, on avait appelé ma mère pour me rejoindre, pour lui dire que peut-être que quelque chose n'allait pas. Juste pour avoir un petit peu plus de support. Puis, comme je disais, après les 30-45 minutes, je commençais à être tellement impatient. Je ne suis pas quelqu'un d'impatient généralement dans la vie. Je ne crie pas après des gens pour avoir fait des choses... Mais je me souviens de regarder, je pense que c'était des ambulanciers qui étaient juste dans un corridor, puis blaguaient. C'était une journée habituelle pour eux. Mais de regarder quelqu'un qui ose rire dans ce moment-là, je me dis, pouvez-vous, quelqu'un, aller voir où est ma fille? Est-ce qu'elle est correcte? On attend des nouvelles et personne ne nous dit rien. Puis je suis sûr que je n'étais pas si gentil que ça en criant après eux. Mais je peux comprendre, la vie vient de s'arrêter, là. Ouais. Le monde, fait que on peut pas concevoir qu'à côté, ça rit, ça continue. Ouais. Et en plus, tu cherches des réponses à ce moment-là. Oui. Puis il n'y en avait pas qui venaient. Alors finalement, ces gens-là ont été voir dans l'urgence, puis on a finalement vu le docteur venir avec une de nos sages-femmes qui avait accompagné Anya dans l'ambulance. Puis la première chose que je leur ai demandé, c'est si elle était correcte. Puis ils ont juste hoché leur tête. Puis je leur ai demandé si elle était morte. Puis ils ont juste dit oui. Puis je pense que c'est la dernière chose que je me souviens vraiment. Puis une chance que ma mère, puis la mère de Kaylee était là parce que je me suis absolument effondré dans ce moment-là. C'est presque le moment où est-ce que j'ai perdu dans la vie le sens d'avoir un contrôle sur qu'est-ce qui va se passer. Il n'y a plus rien qui était connecté, là. Il n'y a plus rien qui existe à ce moment-là. La prochaine chose, c'est qu'ils m'ont invité à venir la voir, mais ils m'ont dit... Alors, on est encore dans l'urgence. Elle était sur un petit lit. Je pense qu'il y avait même mis un petit chapeau sur elle. Si je voulais juste la voir pour la première fois, mais que je n'avais pas le droit de la toucher parce qu'une mort hors de l'hôpital déclenche une enquête du coroner. Il y avait un policier qui était présent, puis il y a même un policier qui était voir dans la maison de naissance qu'est-ce qui s'était passé. Puis encore, c'est une des choses parce que on comprend objectivement pourquoi ces genres de processus-là existent. Mais de me faire dire, tu peux pas toucher ta fille parce que
le coroner n'a pas encore relâché le corps quand elle vient juste de naître. Puis, tu sais, pour ma conjointe, elle se demande pourquoi est-ce qu'il y a un policier là. Alors, ils l'ont pas encore annoncé qu'est-ce qui se passe. Elle dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose? Elle se pose 1000 questions, personne ne lui donne de réponse. Finalement, ils nous ont offert une chambre dans l'hôpital pour être capable de passer la journée avec Anya une fois qu'on pouvait la tenir. Malheureusement, c'était sur l'étage où est-ce que toutes les naissances se font, ce qui n'est pas idéal quand on vient de perdre un enfant. Mais alors, en attendant encore Kaylee, puis en poussant, tu sais, faut qu'elle vienne, ils m'ont laissé finalement la prendre dans cette chambre-là, de la regarder, puis l'apprécier, puis de passer la seule journée de sa vie, de ma vie, où est-ce qu'on était pour être ensemble. Puis, d'essayer de lui dire tout ce que j'aurais voulu lui dire pour toute sa vie, juste dans cette journée-là. C'est pas le genre de défi qu'on s'attend à relever en commençant un accouchement. Non, vraiment pas. Mais même si c'était pas les conditions idéales, j'imagine que ce moment-là était important, essentiel, qu'on vous laisse du temps, juste vous, tout seul avec Anya. Alors, premièrement, ma conjointe nous a finalement rejoints. C'est moi qui lui a déclaré, qui lui a donné la nouvelle, elle m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Je lui ai dit qu'elle était morte, puis je pense qu'à un niveau, elle s'attendait peut-être plus que moi dans le moment d'apprendre la nouvelle parce que ça avait pris tellement plus de temps. Mais le choc de perdre quelqu'un qui était à elle, qui était, dit en anglais, « she was mine ». C'est comme si c'était quelqu'un qui venait de passer 9 mois dans son corps, qui était ensemble, elle parlait à elle chaque jour. Puis maintenant, elle est juste soudainement partie quand on se disait on va avoir toute une vie pour passer avec elle. C'est un véritable cauchemar, cette journée-là, tout ce moment-là. Ouais. Et c'est juste le début pour vous. Puis là, tu as dit, les gens sont venus vous voir. Après ça, faut annoncer la nouvelle, il faut apprendre en même temps à vivre avec le choc et commencer un genre de deuil. Je pense que la question de qu'est-ce qu'on va dire aux gens, c'est une question que j'ai commencé à me poser une fois qu'on est revenu à la maison. Pour la famille immédiate, encore heureusement, ma mère et la mère à ma conjointe étaient là pour faire les appels initiales pour dire au moins à la famille immédiate. Mais en revenant à la maison, après cette journée-là, c'était tellement un sentiment de faillite, d'avoir échoué. Est-ce qu'on est vraiment devenu parent aujourd'hui? Parce que la tâche numéro 1 d'un parent, d'un père, d'une mère serait probablement de garder les enfants en vie. Puis on avait fait tous les suivis qu'on pensait avoir à faire. On s'est assuré que l'endroit pour la naissance était quelque part de beau et plaisant et réputé. Alors, c'était vraiment un sentiment en quelque part, on a fait les mauvais choix. Ah oui. Puis, de retourner aussi, puis de voir la maison exactement dans l'état où est-ce qu'on l'avait laissé. Alors, on se dépêchait, on prenait les petites, des barres granola ou juste des petites choses pour la maison des naissances pour nous garder énergisés. On l'avait fait rapidement. J'avais laissé une tonne de choses par terre parce que je me disais, OK, je vais ramasser à la maison quand je reviens. Mais j'avais eu l'idée que quand je reviens, je vais être papa. Je vais avoir un petit bébé dans mes mains. Puis, je vais être tellement content de ramasser tout ce dégât-là. Puis, même déjà de commencer dans le temps à me faire un portrait de, ça va être quoi le début de la paternité? Ça va être ce petit dégât-là que j'ai laissé par terre. Puis, après ça va être les couches. Puis après ça va être quelque chose d'autre. Le soir même, on l'a annoncé à certains amis proches, mais c'est un appel difficile à faire où est-ce qu'on sent que les gens ne voudraient pas attendre à connaître la nouvelle, mais on n'est tellement pas dans l'esprit de parler aux gens. On est tellement épuisés. On n'avait pas dormi, ça faisait un bon bout de temps, mais on était émotionnellement tellement épuisés.
ce que j'ai fait la deuxième journée, ou la journée après qu'elle est décédée, j'ai décidé que j'étais pour lui écrire une lettre, puis qui expliquait comment on était prêt à la recevoir, comment on avait hâte de la voir et comment ça m'a tellement rendu triste de la voir quitter comme elle nous a quittés. Puis j'ai juste partagé sur Facebook parce que j'écrivais pour elle, mais en même temps, je me dis, OK, je veux que les gens le sachent. Ils peuvent le savoir. Je me mets un peu dans leur position parce que j'aurais aimé connaître ces genres de détails-là, mais j'oserais jamais demander. Alors, je l'ai partagé sur Facebook, puis on a reçu certainement beaucoup de beaux commentaires et beaucoup de messages qui étaient super chaleureux. Puis même si on n'était pas dans un état à ce moment-là où est-ce qu'on pouvait vraiment répondre à tout le monde, je pense que dans les premiers jours, dans les premières semaines, c'est vraiment ce genre de choses-là qui te soutient. C'est de savoir qu'il y a quand même des gens qui le vivent avec toi. Oui, mais tu avais besoin de le faire aussi. Ouais. Et c'est pour ça qu'on te reçoit aujourd'hui, Alex. Je trouve ça tellement intéressant de voir tout le processus puis comment tu t'es senti à ce moment-là, parce que c'est des choses qu'on ne peut pas imaginer toi-même. Tu ne pouvais pas l'imaginer avant. Comment ça s'est passé ensuite? Les premiers jours, premièrement, avais-tu congé? Est-ce qu'il y avait un congé parental quand même dans ce temps-là? Alors non. Puis même, on s'est fait demander de rembourser le premier chèque qui s'est fait verser automatiquement pour le bénéfice pour enfants dans le temps. Puis pour les pères, c'est vraiment, il n'y a pas de congé, on retourne immédiatement. Il n'y a pas de 5 semaines, il n'y a pas de 5 jours. Ou au moins, il n'y en avait pas dans le temps, comme qu'on dit. Et puis, alors, pour moi, j'ai quand même été chanceux d'avoir un employeur qui m'a donné la chance de prendre le temps, de prendre au moins 2 semaines à la maison. C'est quand même un temps difficile de l'année. On est en plein dans les fêtes et on vit un deuil. Puis on essaie de ne pas gâcher les fêtes de tout le monde en même temps. Mais alors, j'ai été capable de rester quelques semaines, je pense 2 semaines additionnelles avec ma conjointe après les fêtes. Puis finalement, je suis retourné au travail. Puis je l'ai laissé pour elle dans son deuil. Ce qui est... C'est pour elle encore une autre perte de ne pas avoir du support à chaque jour, à vivre la même chose. Je veux dire, elle savait que je le vis au travail, mais il y a quand même une solitude. Tu aurais voulu être là encore plus pour elle. Mais de ton côté, tu avais quelque chose aussi à vivre. Est-ce que tu as l'impression que la souffrance des hommes, des pères qui ont vécu un deuil périnatal, c'est quand même un sujet tabou? Est-ce que les gens arrivaient à t'en parler? Je pense que les gens avaient beaucoup de difficultés généralement à aborder le sujet. Puis, tu sais, je me mets dans leur peau, dans leurs souliers. Moi aussi, j'aurais de la difficulté. Et même, j'ai de la difficulté, je dirais, aujourd'hui à en parler. C'est dans le passé, ça fait 4 ans, 5 ans, 10 ans maintenant. Pourquoi est-ce que je le mentionnerais aux gens? Je pense que je commence à avoir de la difficulté au cours du temps d'en parler plus souvent, même si j'adore parler d'Ania. Et j'étais tellement content encore de l'invitation parce que j'ai pas vraiment ces chances-là de parler d'elle. Et c'est une personne qui est tellement proche dans mon cœur que chaque chance d'aborder le sujet, je la prendrais, mais on a de moins en moins de chance au cours du temps. Mais c'est intéressant, justement. Nous, on apprend, là. Et peut-être que les gens se posent la question, aussi même les proches de gens qui ont connu ça, là, est-ce qu'on en parle après plusieurs années? Est-ce qu'on en parle encore? Est-ce que ça leur fait mal quand on en parle? Toi, tu dis que ça te fait plaisir d'en parler. Oui, absolument. Je veux dire, c'est une belle mémoire. C'est ma première fille. Je pense qu'elle a quand même influencé mes enfants subséquents. Oui. Ils ont toujours su que, ils ont une sœur qui est plus vieille, qui est décédé avant qu'eux, mais qui fait quand même partie de notre famille. Mais parlons-en de ça, parce que vous devez attendre quand même un certain bout de temps, mais dans votre tête, est-ce que c'était clair, on va avoir d'autres enfants? On s'est dit on va attendre 6 mois, mais je dirais que en sortant d'un deuil périnatal, on se dit, est-ce qu'il y a quelque chose de mal avec nous? Est-ce qu'il y a quelque chose avec notre corps qui ne nous laisse pas produire des enfants en santé? Est-ce qu'on va avoir la chance d'être parents? Puis c'est vraiment ce genre de questions-là qu'on se posait vers le début. C'est, si elle est morte, pourquoi est-ce qu'il y aurait d'autres enfants qui viendraient en vie après? Puis c'était... alors, je dirais qu'on voulait certainement en avoir. On s'est dit, on va attendre un bon 6 mois avant de commencer parce qu'on veut quand même vivre notre deuil de façon où est-ce qu'on peut séparer les enfants.
Après 6 mois, on a commencé, puis ça a été très rapide avec William. Ça devait être angoissant quand même, la journée de l'accouchement. Oui, je pense que en termes de niveau d'anxiété, il était extrêmement élevé. Puis j'étais un peu dans un stade où est-ce que je n'étais pas capable d'offrir du bon support émotionnel. Pour Anya, je faisais les points de pression, Bon Apache, je tenais sa main, je faisais toutes les petites choses, je jouais de la musique. Mais avec William, on avait fait, je pense, l'erreur de demander pour du monitorage pour le cœur continu. Mais le problème avec ces moniteurs-là, c'est que c'est pas exact et ça tombe facilement. Alors, il y avait plusieurs moments où est-ce que le moniteur a juste tombé un petit peu trop loin, puis on n'entendait plus de battement du cœur, on entendait le ce qui nous aidait pas notre nervosité. Ce qui devait rassurer, finalement, était plus angoissant qu'autre chose. Exactement, oui. À ce moment-là. Mais finalement, tout a bien été pour William et Juliette. Oui, tout a assez bien été. Je pense qu'il y avait quand même un moment avec William où est-ce que son cœur commençait à décélérer, puis je me dis, ça va arriver encore. T'sais, on s'attend à ce qui s'est produit dans le passé. Finalement, on était dans l'hôpital pour ces 2 naissances-là. Les docteurs avaient des ventouses. Ils ont utilisé la ventouse. Puis William est sorti avec des bons poumons, puis un beau cri. J'ai jamais été aussi content d'entendre un cri d'enfant que dans ce moment-là. Je pense qu'on peut comprendre. Là, tu devenais père. Dans le fond, tu es devenu père pour la 2e fois à ce moment-là. Ouais. Mais tu apprivoisais une nouvelle réalité. Oui. Avec le recul puis avec tes 2 enfants, comment tu parles d'Anya à William et à Juliette? Est-ce qu'elle fait partie de votre quotidien, votre univers? On était chanceux de la journée où est-ce qu'on a décidé d'avoir une photographe qui est venue quand même prendre des belles photos d'elle. Alors, autour de notre maison, on a quand même des photos d'Anya. Puis on a toujours parlé d'elle. On a toujours été la voir. La journée de sa fête, on lui amène des petits cupcakes. Puis on lui chante bonne fête. Puis alors, ils la reconnaissent. Pour nous, la crainte, c'était vraiment de leur faire peur de la mort, leur faire peur de la fin de leur propre existence. Puis on a toujours essayé de nuancer pour dire qu'il y a quelque chose qui est arrivé de mal à votre sœur parce que son corps ne fonctionnait pas bien. C'est très rare, mais ça peut arriver des fois. Je pense que c'est un point de vue quand même assez unique pour des enfants, d'être aussi apprivoisés de la mort dès un bas âge, de savoir que ça peut se passer à n'importe quel moment quand quelqu'un n'est pas en santé, mais je pense qu'on l'a fait quand même jusqu'à date d'une façon où ils n'ont pas peur de leur propre mortalité ou de la nôtre, ce qui était vraiment ce qui nous faisait peur. Au début du deuil périnatal, est-ce que tu as eu du soutien? Est-ce que tu as posé des questions? As-tu des conseils à ce moment-là que tu as reçus qui ont été utiles ou que tu appliques? En termes de support, alors on a été chanceux de trouver un groupe de deuil. Et puis, je pense que c'est vraiment ce que j'ai plus apprécié en termes de support, c'est la chance d'échanger avec tes parents vivant la même situation. Où est-ce qu'on peut vraiment discuter des absurdités de vivre la situation. Comme par exemple, en revenant du temps des fêtes, il y avait un autre parent, puis je me souviens toujours de cette histoire-là, où est-ce qu'il il allait se faire couper les cheveux, puis son barbier lui avait demandé comment s'est passé ton temps des fêtes, comme une question super innocente, puis il a dit mon bébé il est mort. Puis c'est drôle d'entendre un autre parent dire ça parce qu'on le vit à chaque jour, ces premières semaines-là, où est-ce que je vais donner une vraie réponse à la question ou non? Je pense que ça touche un peu sur est-ce que ça devient tabou après un certain montant de temps. Vers le début, pour moi, je le mentionnais parce que c'était quelque chose que je vivais puis que je trouvais que les gens ne mentionnaient pas assez. Puis au cours du temps, je sais pas, c'est quelque chose qu'on a commencé à perdre. Ou est-ce que l'importance est plus devenue de rendre les gens confortables. Fait que si tu avais un conseil, toi, à partager, ce serait de ne pas avoir peur d'aller en jaser avec d'autres, ne serait-ce que pour avoir des gens qui vivent la même chose et pouvoir faire ces blagues-là ou dire tout ce qui nous passe par la tête qu'on ne dit pas en vrai. Oui. Puis je pense que pour moi-même, j'y allais pas pour moi au groupe de deuil, j'y allais pour supporter ma conjointe. Alors, j'imagine que s'il y a d'autres qui vivent ce genre d'expérience-là, qui nous écoutent et qui se demandent c'est quoi l'élément qui peut aider vraiment à amener un homme à aller à un groupe de deuil et de parler de ses émotions. Pour moi, c'était vraiment l'angle que je suis là pour supporter ma conjointe. Puis, pas que je pensais pas vraiment avoir quelque chose, mais pour moi,
J'ai grandi avec l'instinct qu'on ne parle pas de ces genres de choses-là, entre autres. J'ai vraiment apprécié l'opportunité de le faire, mais je pense pas que je serais allé sans une raison comme de supporter ma conjointe. Et finalement, ça t'a aidé. Absolument. Dans le couple, comment ça se passe à ce moment-là? Parce que vous avez chacun votre poids sur les épaules, votre tristesse, votre deuil. Oui. Au moins pour moi, ma vision comme père ou comme conjoint est vraiment d'être quelqu'un qui, dans les moments de besoin, je vais être là. Je vais être capable de supporter ma conjointe. Puis ça ne dérange pas à quel point moi je suis ému de quelque sorte. Ce qu'on a découvert ces premiers jours-là, c'est vraiment... On a une limite émotionnelle au support. Puis je me suis encore... senti un petit peu comme si j'ai failli comme conjoint en même temps que j'ai failli comme père, parce que après pleurer pendant des heures, après avoir eu toutes ces réflexions-là sur le futur, c'est sûr qu'il y a des moments où est-ce que j'étais capable de la supporter. Il y avait... je pense qu'elle était super bonne à toujours me supporter. Peut-être qu'elle a la même vision de moi, mais en tout cas, il y avait quand même des moments où est-ce que je sentais qu'elle avait besoin de support et que j'étais juste pas capable de lui offrir. Puis je me sentais comme si j'avais failli, vraiment. J'espère que ça a changé depuis le temps. Oui. Ouais, je pense que c'est vraiment dans les premiers jours, dans les premières semaines où est-ce qu'on passe à ces cycles-là d'être triste ou de ne pas avoir d'émotion. Puis la première journée où est-ce que tu vas oser être joyeux, tu vas te fâcher contre toi-même parce que tu n'es pas supposé d'être joyeux dans un monde où est-ce qu'il y a quelque chose d'horrible qui est arrivé. Puis le cycle recommence. Puis l'idée de reprendre la joie, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Pour nous, je pense que certainement des semaines, des mois. Mais finalement, on s'est rendu, on se porte super bien, comme toujours maintenant. Mais certainement ces semaines-là, c'était pas facile. Au moins pour moi, ce qui est important, c'est que Anya laisse quelque chose de positif dans le monde. Puis, alors, encore, c'est pour ça que j'apprécie l'invitation de parler d'elle, c'est de faire ressentir pourquoi c'est important de ne pas oublier, mais aussi juste d'honorer ceux qu'on aime, parce que ça peut faire du bien qu'on ne voit pas. Je veux dire, moi, je le sais juste quand les gens m'écrivent une petite note puis ils disent « Merci, ça m'a vraiment aidé de lire ton histoire. » Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres gens qui ont lu l'histoire aussi, où est-ce que ça l'a aidé. Puis, alors, pour moi, je pense que c'est ce que je retiens, au moins notre conversation, c'est peut-être d'en parler un petit peu plus. Alex, si tu savais à quel point tu viens d'aider beaucoup de gens, là, ceux qui le vivent, qui pensent qu'ils sont tout seuls, puis beaucoup de gens de leur entourage aussi, juste d'en parler. Ça fait 10 ans maintenant, et je t'encourage à continuer d'en parler le plus souvent possible. Merci. Parce que t'aides, je suis certain, beaucoup de gens en même temps. Et je nous sens privilégiés. Merci beaucoup, Alex, d'être venu raconter ton histoire de père. Et salut ta conjointe et William et Juliette aussi. J'ai une pensée pour Anya. Merci beaucoup. Histoire de père est un balado de Naître et Grandir produit en collaboration avec la maison de production Grand Public. Je vous invite d'ailleurs à découvrir les autres épisodes de ce balado sur votre plateforme audio préférée ou sur notre site naîtreetgrandir.com/balado. Je m'appelle Louis-Simon Ferland, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt pour d'autres histoires de père.